Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th President of the United States. Les États-Unis ont changé, chers amis, et les voix de l'environnement vont vous en parler dans quelques instants. Les États-Unis d'Amérique sont-ils devenus depuis 24 heures un pays écologiste qui fait son retour dans les accords de Paris, ceux de la COP21, pour lutter contre le changement climatique? On en parle tout de suite avec un franco-américain quand même. Henri Landès, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Soyez le bienvenu à vous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Good evening America. Vous êtes le cofondateur de la fondation Landestini. L'autre voix que vous entendez, c'est Morad Aïtabouche. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Henri. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, c'est diffusé sur France 5 et vice-président du syndicat des agences de presse. D'ailleurs, vous tournez un documentaire depuis des mois dans les hôpitaux d'Île-de-France. On en parlera avec vous d'ici 20 minutes, justement, une semaine à l'hôpital. Votre chronique dans les vraies voix qui font bouger la France. Henri Landès, les États-Unis sont-ils redevenus écologistes? La promesse de Joe Biden de revenir immédiatement dans les accords de Paris, c'était la décision la plus spectaculaire et la plus rapide. Est-ce qu'elle va avoir des effets concrets rapidement? Il y aura des effets concrets rapidement. Les États-Unis deviennent engagés de nouveau sur l'environnement, envoient un signal positif sur la coopération internationale sur le climat, sur l'environnement aussi et dans le développement au sens large, puisque Donald Trump était vraiment contre aider les autres pays à faire quoi que ce soit de manière générale. Et Biden envoie un signal positif sur cela. En revanche, il y a beaucoup de choses qui font perdurer des questions, à savoir est-ce qu'il va toucher tous les secteurs? Je vois beaucoup de choses dans le transport, dans l'électricité, il n'y a pas grand-chose dans l'agriculture, la consommation alimentaire, la consommation tout court et ces modes de vie américains qui sont encore très très consommatrices et consommateurs plutôt d'énergie et de matériel. Il y a aussi quelques personnes dans son administration qui ont des liens avec le pétrole et le gaz de l'industrie. Globalement, c'est un très bon signe, c'est très positif que Joe Biden revienne sur la scène internationale et aux États-Unis pour le climat, mais il faut être exigeant sur à quel point est-ce que c'est une politique transversale et est-ce que c'est une politique aussi dans la durée. Bon, confiant Henri Landès, mais votre confiance n'exclut pas le contrôle, si j'ai bien compris. Morad Aïtabouche. Il n'y a pas de consensus, hélas, aux États-Unis depuis Al Gore, qui avait fait cette série de conférences partout aux États-Unis et dans le monde. Il avait fait aussi ce documentaire qui avait fait prendre Al Gore était le vice-président démocrate de Bill Clinton et il avait été battu par George Bush. Exactement, mais c'est ça le vrai problème aux États-Unis, c'est qu'il y a malheureusement une division. D'un côté, les démocrates qui ont toujours été derrière Al Gore favorables à essayer d'agir sur les gaz à effet de serre, sur le climat, et de l'autre les conservateurs. Moi j'ai fait plusieurs films aux États-Unis sur le climat et à chaque fois qu'on rencontre des conservateurs, quels qu'ils soient, des militants, ils sont derrière leur leader. Leur leader, ben voilà, ils sont souvent liés malheureusement au lobby du pétrole. Et c'est ça qui est terrible en fait, c'est que là on a 4 ans d'espoir pour essayer de faire en sorte que l'Amérique réduise drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vais essayer aussi de me faire l'avocat du diable, parce que vous l'expliquez, en général, ceux qui s'opposent aux politiques énergétiques, vous venez de le dire, aux politiques écologistes, ont des liens avec l'industrie du pétrole. Il n'y a pas forcément que des gens qui ont de l'argent à gagner derrière tout ça. Vous avez aussi des opposants, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, aux politiques écologistes. Mais c'est très idéologique aux États-Unis, encore une fois, parce que Bush, en son temps, aujourd'hui Trump, sont un peu les avocats en fait des énergies fossiles, et c'est bien là le drame, parce qu'encore une fois l'Amérique doit montrer l'exemple. Et très franchement, j'avais rencontré à l'époque Arnold Schwarzenegger, qui était le gouverneur, de Californie, qui a été formidable, même si la première fois il avait fait une erreur de communication en arrivant au volant de son Hummer à essence. Il a ensuite évidemment plutôt été vers de l'énergie à hydrogène, et c'était formidable. Mais la Californie a toujours été en avance d'un temps. Et je pense que si aujourd'hui les États-Unis se californisaient quelque part, eh ben je pense qu'on aurait un leader qui enfin peut-être nous emmènerait non pas vers un vrai mieux-disant, parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que la France, par exemple, qui a fait signer ce pacte sur le climat en 2015, malheureusement, elle est en retard. Donc, il ne faut pas seulement parler, il ne faut pas seulement dire, il faut faire. Et c'est ça qui est le plus important. Et l'Amérique, avec Joe Biden,
comme avec Obama en son temps ou Bill Clinton avant, peut faire et peut montrer l'exemple pour les Chinois, pour tous ceux qui aujourd'hui malheureusement polluent la planète, un peu la France aussi. Henri Landès, à l'instant, Morad Tabouche parlait de la Californie, c'est aussi l'État d'origine de la vice-présidente Kamala Harris. La Californie qui est un des États effectivement leaders, notamment dans l'énergie solaire, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est aussi un État, sa propre presse en parlait il y a quelques jours, la presse de Californie, c'est un État qui est sujet à de fortes et récurrentes coupures de courant, par exemple. Est-ce tout est à prendre dans le modèle de la Californie ? Je suis californien et je peux vous dire que j'ai grandi avec des coupeurs de courant. Je me souviens de grandes publicités menées sur Flex Your Power. Montrez votre puissance pour dire économisons-la. C'était assez intéressant. Kamala Harris étant une Californienne, a un rôle à jouer dans cette administration, d'ailleurs un rôle important à jouer vu l'expérience de Joe Biden, mais c'est la première femme présidente, vice-présidente des États-Unis et peut-être prochainement la première femme présidente. C'est motivant de ce point de vue-là. La Californie, c'est là où est né le mouvement environnemental aux États-Unis dans les années 60, les années 70, a toujours été un temps d'avance, pas juste sur le solaire d'ailleurs, mais aussi sur l'énergie éolienne. Je voyais de nombreuses éoliennes en sortant de la ville de San Francisco. Oui, la Californie a de très belles choses à montrer, est victime de la sécheresse et du changement climatique, des feux de forêt aussi. Donc ça les a motivés pour continuer leur action. Ce qui est difficile aux États-Unis, c'est qu'il y a des inégalités et des différences entre les territoires drastiques. Deux partis qui se sont opposés depuis une quarantaine d'années dans ce qu'on appelle en anglais un landlock, vraiment gridlock, plutôt se confronter sans pouvoir travailler ensemble. Et contrairement en France, il n'y a aucun pluralisme politique aux États-Unis, donc rien pour faire bouger les lignes un tout petit peu. Donc on a eu, de manière caricaturale, si je grossis le trait, énormément d'investissements par l'énergie fossile et même des laboratoires pharmaceutiques et des entreprises de la chimie dans les élus du Parti républicain, un tout petit peu moins, mais voire pas du tout dans le Parti démocrate depuis quelques années. Le gouverneur de Floride avait été élu grâce au lobby de la avec l'aide de manière légale du lobby effectivement pharmaceutique. Et là où il y a une énorme lacune par contre aux États-Unis sur les questions environnementales, c'est dans la remise en question de leur modèle agricole et alimentaire sur le pays. C'est-à-dire que les questions de bien-être animal, les questions de alimentation saine, locale... Le bœuf aux hormones. Tout à fait. Là, Joe Biden ne s'est pas exprimé. Et c'est une question de santé publique. S'il y a une chose aux États-Unis qui est extrêmement mauvaise et qui pourrait s'inspirer de la France, c'est le système de santé. Les États-Unis, le pays peut-être le plus sophistiqué sur le plan économique et technologique du monde, n'arrive pas à se préoccupé de la santé d'une grande partie de sa population pauvre, et ça c'est extrêmement lié à l'agriculture et à la prévention qui pourrait être faite et aux questions ainsi environnementales. Et effectivement, ça vous rend quand même malgré tout optimiste. Prenons les autres questions, puisqu'il y a les accords de Paris, c'est le plus symbolique, le retour. On se rappelle Emmanuel Macron qui disait « Make our planet great again », rendez notre planète grande à nouveau, juste quelques minutes après l'annonce de Donald Trump qui en sortait. Les objectifs concrets qui peuvent être suivis par les États-Unis, ça peut être quoi? C'est-à-dire que revenir dans les accords, c'est bien, mais c'est un accord qui n'est pas contraignant. Vous n'avez pas d'amende si vous ne le respectez pas, par exemple. Morad Tabouche. Malheureusement, non, et c'est bien là le drame. Mais encore une fois, je pense que... Je vous entends déboucher le champagne depuis un quart d'heure, et vous avez tout à fait le droit, et pourquoi pas raison. Mais dans ce cas-là, si personne n'est là pour surveiller que l'accord qu'on s'engage à réintégrer, eh bien, aura des effets, à quoi ça sert ? Très franchement, moi j'ai fait plusieurs films aux États-Unis et même 90 minutes sur le pays le plus dangereux au monde. S'il y a bien une population qui est confrontée régulièrement à toutes sortes de fléaux, qu'ils soient climatiques ou naturels, les ouragans, les tornades, les feux de forêt qui ont toujours existé aussi. C'est des feux gigantesques. Mais voilà. Sandy, tout le monde s'en souvient aussi. Ça a été un cyclone dévastateur. Les Américains sont probablement sur la ligne de front, donc ils devraient être les plus sensibles sur cette question. Et encore une fois, ils doivent avoir un rôle moteur. Le sont-ils? On va voir ce que va être capable de faire Joe Biden. Encore une fois, c'est vrai qu'on peut imaginer que les démocrates ont cet ADN plus écolo
que la droite conservatrice américaine. Du Parti républicain. Mais encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de répression. Enfin, je veux dire, on va pas condamner tel ou tel pays. Et ni la France, ni les États-Unis. Ni les États-Unis. Bon, il y a le procès du siècle. Tout le monde sait aujourd'hui qu'on peut contraindre comme ça de manière très symbolique. Mais encore une fois, moi je pense que la pire des punitions, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'on est en train de compromettre notre avenir, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et c'est peut-être ça la pire des punitions. Elle n'est pas pécuniaire, ça ne va pas être des millions, des milliards d'euros. Si, probablement. Si on ne fait rien, on sait qu'il y aura une montée des eaux, on sait qu'il y aura des ouragans de plus en plus violents, des tempêtes. Donc il faut agir, et agir vite. Donc oui, moi je pense que c'est une question de conscience écologique et de conscience politique, et les Américains ont un rôle prédominant à jouer. Henri Landès, vous qui êtes français, qui êtes américain aussi, quand vous comparez les deux pays, la France et les États-Unis, et le débat sur l'environnement aux États-Unis et en France, quelle est la différence ? On est plus écolo en France, ou alors il y a un peu plus d'écolo partout en France, ou au contraire, il n'y a pas de parti écologiste aux États-Unis ? La France, de manière générale, est plus écologiste parce qu'elle comprend plus de sujets, ou elle débat plus sur des sujets de fond qui sont liés au développement durable, à la transition écologique plus large. Le climat, les Américains maintenant le comprennent, ce sujet, ils en parlent. Il y a de moins en moins de climato-scepticisme. Il y a tout de même un consensus dans une grande partie des États, des territoires, qu'il faille lutter contre le changement climatique. Ensuite, c'est une question de comment. Les Américains voient remplacer la solution dans le remplacement des énergies fossiles par de l'énergie renouvelable. En France, on va parler de ça, mais on va aussi parler beaucoup plus d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique. Ça, sur la question climat. Et encore une fois, il y a un petit peu plus en France de débat sur des choses comme l'obsolescence programmée. Le fait que nous ne soyons pas obligés de racheter des nouveaux produits parce que c'est programmé qu'ils ne marchent plus à un moment donné. C'est parce que les Français sont plus critiques sur la consommation en général ? C'est dû à quoi ? Oui. Alors, est-ce que nous résistons de manière avec réussite ? Parce que je vois une américanisation de la société mondiale. La France, vous avez fui les États-Unis et on devient comme votre pays d'origine maintenant. C'est un petit peu. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de débats tout de même. Il y a aussi une notion de terroir en France. Il n'y a pas ça aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a dans le terroir ? Il y a un savoir-faire humain, un savoir-faire artisanal, attachement à la terre, attachement à la nature qui permet de produire cette nourriture. Il n'y a pas ça aux États-Unis. Il y a un attachement à la terre quand même aux États-Unis. Oui, mais dans le sens de acquisition de land, de terre, pour cultiver, pour la liberté. Et la liberté est aussi très ancrée dans le récit américain, il n'y a pas tout de mauvais là-dedans, au contraire, l'esprit entrepreneurial, etc. Mais venir toucher à la liberté dans le sens où peut-être donner des consignes sur comment consommer différemment sur une planète et pas dans un pays, ça c'est quelque chose de difficile pour les Américains, de se dire je vais voir la planète entière et me dire que c'est à l'Europe de dire comment je devrais agir, etc. La phrase de George H.W. Bush, le père de George W. Bush, qu'il a dit à Rio lors du sommet de la Terre en 92, vaut toujours dans la conscience américaine. Il a dit le mode de vie américain n'est pas négociable. Et tant que les Américains restent un peu trop recentrés encore sur eux-mêmes, c'est encore un tout petit peu le cas, ils ne vont pas vraiment remettre en question globalement leur société économique et leur modèle de consommation qui doit évoluer. Qui doit évoluer effectivement, alors que dans le même cadre et le même genre de décor et d'événements, Jacques Chirac, à peu près à la même époque, même si c'était un peu plus tard, disait « Notre maison brûle ». Et nous regardons ailleurs. Morad Aïtabouche, en quelques mots aussi, vous étiez critique au début de cette émission sur la France. Si vous aviez quelques objectifs à faire rattraper au gouvernement, ce seraient lesquels ? Encore une fois, moi je crois beaucoup à la conscience mais je vous parle des Français. Quelle est la priorité pour le gouvernement aujourd'hui ? Franchement, je pense qu'il faut moins consommer d'énergie. Vous savez, l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et très franchement, aujourd'hui, quel intérêt d'avoir une voiture qui va consommer 20-30 litres d'essence pour 100 km, alors qu'aujourd'hui, on peut avoir une jolie petite voiture très confortable
table et qui ne va en consommer que 8 ou 10 litres. Je crois beaucoup, moi, à cette conscience écologique des Français. Et je pense qu'il ne faut pas toujours attendre tout d'une politique volontariste d'un gouvernement. Et en l'occurrence, en France, on le voit bien, les lobbies sont encore très très forts. Et donc il faut de nous-mêmes, et nos enfants de plus en plus vont devoir nous contraindre à consommer moins et peut-être à consommer mieux. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de sensibiliser. Ça fait partie de vos bonnes résolutions d'ailleurs à titre personnel? J'ai toujours été... Vous consommez peu? Consommer peu, je ne sais pas si je consomme peu, en tout cas Est-ce que vous essayez de moins consommer? Je consomme, disons, de manière intelligente. Vous essayez en tout cas? J'essaye, en tout cas c'est un effort que je fais au quotidien. Effort aussi que vous faites. Je prends le train, je suis allé dans les Pyrénées-Orientales pour le premier numéro de Sale temps pour la planète. Nous y sommes allés en train, et c'est important d'y aller en train, parce que c'est un mode qu'il faut utiliser de plus en plus. Et d'ailleurs, j'ai appris... à cet effet, que le train de nuit avait repris, et j'ai presque failli le prendre, et j'aurais dû. Mais la prochaine fois, je pense que j'irai dans les Pyrénées-Orientales. Vous témoignerez la prochaine fois là-dessus, en tout cas. Les États-Unis vont-ils devenir un pays écologiste? Sont-ils devenus ou redevenus un pays écologiste? En tout cas, c'était la question qui nous animait ce soir. 4 ans pour regarder, observer, comprendre, voir, surveiller. Merci à vous, Henri Landès, d'être intervenu ce soir dans les Voix de l'Environnement sur Sud Radio. C'était votre première de l'année 2021 d'ailleurs. Donc bonne année à vous, mon cher Henri Landès, cofondateur de la fondation, Landestini. Et la suite des vraies voix qui font bouger la France, nous parlons de la France de l'hôpital, celle qui travaille d'arrache-pied en première ligne depuis des mois et des mois et des mois, et l'apparition de ce satané virus. Une semaine à l'hôpital, c'est avec vous, Morad Tabouche. Vous tournez depuis des mois un documentaire dans les hôpitaux d'Île-de-France. Qui avez-vous rencontré cette semaine ? Alors ça fait depuis la première vague, depuis le printemps, que j'ai rencontré Tatiana. Elle est infirmière depuis 8 ans au service de réanimation. Et aujourd'hui, ça a été un énorme moment d'émotion pour elle et pour l'équipe, parce qu'elle a décidé d'arrêter. Elle avait choisi cette date. C'est terrible parce que, en fait, elle m'avait raconté très vite que la première vague lui avait mis un genou à terre, parce que ça a été d'une violence. Il faut quand même imaginer à l'époque, on ne sait rien de ce coronavirus, c'est un mystère. Une déflagration, les gens sont sidérés, dans les hôpitaux on est sidérés. L'arrivée de la première vague, effectivement, 1000 morts par jour, plus de 1000 morts par jour en France à l'époque. Et puis surtout cette incertitude, et puis cette deuxième vague, elle lui met un deuxième genou à terre, et c'est cette fatigue qui est à la fois psychologique, physique. Elle n'a jamais eu autant mal au dos, elle dit j'en ai plein le dos. Elle est aide-soignante? Non, elle est infirmière depuis 8 ans, en service de réanimation, elle a 32 ans. Elle me racontait ce week-end, un jeune de 34 ans, donc son âge, et c'est vrai qu'elle s'est projetée dans son histoire. Et elle a vu ce jeune mourir. Et elle a 34 ans, ce qui est extrêmement rare d'ailleurs. Ce qui est extrêmement rare, mais il y a des cas. Et elle a vu ce jeune mourir, elle a dû informer ses parents qu'il venait de mourir. Et quelque part, c'est un peu lorsqu'elle voit aussi des personnes un peu plus âgées, qui pourraient être ses parents, c'est très dur pour elle. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a découvert au service de réanimation qui avait le variant anglais, un patient qui était atteint du variant anglais, qui n'a malheureusement pas qui a succombé. Donc ça, c'est aussi terrible. Et puis, malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, on a de plus en plus de patients en réa, puisque tous les patients non Covid sont en train d'être transférés dans d'autres services pour faire de la place pour les patients Covid. On n'est pas sur une troisième vague. C'est ce que m'a dit un des médecins du service de réanimation. On est entre la deuxième et la troisième vague. La deuxième vague a été beaucoup plus longue. On se souvient tous qu'au printemps, il y a eu un pic. C'est vrai. Un pic épidémique qui a été terrible. Haut et beaucoup plus violent. En réanimation, 40% de taux de mortalité au printemps. Là, 38%. C'est vraiment infime. Mais tous les il faut quand même savoir, malgré tous les traitements qui sont nouveaux, malgré aussi le vaccin, et encore une fois, je vais me faire le porte-parole du vaccin, c'est important. Si vous pouvez vous faire vacciner, n'hésitez pas, parce que c'est le seul et unique moyen aujourd'hui d'éradiquer, comme le disent les médecins, comme le disent les soignants, cette saloperie. C'est une vraie saloperie. Cette saloperie de virus. Et on m'a dit aujourd'hui... Revenons à l'infirmière dont vous parliez justement. Oui. Vous parliez de son premier genou à terre, c'était la première vague. Son deuxième genou à terre, c'était la deuxième vague. En ce moment,
En ce moment, elle a décidé de quitter le service de réanimation Après 8 parce ans. qu'elle n'en peut plus. Après 8 ans, la réanimation, c'est un service Donc très elle décroche. difficile. Il faut quand même savoir que le 25 décembre, j'étais avec elle et avec l'équipe À Noël. à Noël, et ça a été un moment terrible. D'abord parce qu'ils n'ont pas le droit d'être en famille. Évidemment. Ensuite, parce que les patients non plus n'ont pas leur famille. Et Donc aussi ça faisait- parce qu'on a eu plusieurs décès. Et une infirmière de 22 ans, un souffle nouveau, Ouais. qui arrivait, qui connaissait son premier décès, complètement désemparé, qui allait voir ses aînés pour leur dire « Qu'est-ce que je fais ?» La femme de ce patient... voudrait on en termine parce qu'il est en train d'agoniser. Elle voudrait voilà, que ça se termine. Ça, qu'elle c'est ce que parte. constate en tout cas. Non, mais tous et les c'est ça qui est jours terrible. Et elle les s'adresse, soignants, les non, mais elle infirmiers. s'adresse à ses aînés et elle leur dit qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce Elle que je peux demande faire conseil et on ne peut pas lui répondre effectivement. On lui répond qu'il Donc faut elle quitte. malheureusement ne plus rien faire, c'est-à-dire ne plus ajouter d'adrénaline, C'est ne ça. plus Ne parce pas qu'il ajouter de était la souffrance à la dialyse, souffrance. il était effectivement, dialysé. c'était très compliqué. Voilà. Il y avait Et très c'est peu de ça qui est le chance. plus terrible en Et qui service de décourage réanimation. les infirmiers ou les infirmières, y compris celles C'est dont cette vous allez nous terrible rappeler le nom trajectoire. et qui quittent le Tatiana service aujourd'hui. Vergnol, que je salue. Et que nous embrassons sur Sud Radio, et à qui nous, Voilà. que nous remercions d'abord pour tout ce qu'elle a fait depuis des mois et à qui nous souhaitons Franchement, coup de chapeau à toute l'équipe bonne route de Réa de et médecine bon interne. courage et bonne route à elle aussi pour la suite de ces aventures qu'on espère plus paisibles. Merci à vous, Morad Aïtabou. Merci Jean-Marie pour ce coup de projecteur. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, c'est sur France 5 et vice-président du syndicat des agences de presse.